Chapitre 3. Métro, boulot, dodo. Bécassine pince l'oreille de Gabi pour l'avertir qu'elle est derrière elle et qu'elle va poser sa boisson sur la table. Gabi écarte son petit portable pour dégager la place à la tasse toute chaude et fumante d'infusion. Bécassine est la reine des ambiances lounge et des soirées food-beuverie, mais sa vraie botte secrète, son ultimate skill, c'est qu'elle sait concocter des tisanes d'herboriste, et qu'elle tombe toujours juste quand on se laisse renifler. Alors ce n'est pas toujours bon, mais c'est le seul bar qu'on a plaisir à ne pas fréquenter par plaisir. Et puis c'est une maman en bec. Ça a l'air sérieux ce que tu lis, Gabi. Ça se voit à ta tête et à tes doigts crispés. Tu n'arrêtes pas de te malaxer la tempe. Rien de grave, j'espère. Non, ça va, c'est le boulot et c'est plutôt aigu que grave. Si les gens n'avaient pas un tel don pour le grand souci et le drame, je ne servirais pas à grand-chose. Ben moi non plus, sauterelle. Eh oh, tu n'as pas que des gens qui viennent chez toi pour donner la sempiternelle représentation de leur théâtre névrotique, si? Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'on est bien chez toi et parce que ça peut rigoler. Regarde-moi. Bon, là c'est un mauvais exemple, je suis venue parce que j'ai un rendez-vous. Avec Tissi, ce n'est pas indiscret? Je demande parce que si c'est avec Sal, il ne sera pas là tout de suite. Je l'ai vu passer avec sa loque de chien 5 minutes avant que tu t'installes. Vu comme il était crépi de caca, le temps qu'il se nettoie, on ne le revoit pas avant la nuit tombée. Non, j'ai rendez-vous avec quelqu'un du quartier, une certaine Nadaga. Comment tu dis? Nadège Foulon. Ça te parle? Oui, je vois le concept. Une fille qui ressemble un peu au chien Droupi? Tu ne dois pas voir qui est le chien Droupi, mais déjà tu peux valider ou non la pertinence de ma comparaison de cette dame avec un chien. Oui, elle a de ça. Le côté imposteur quand tu lui parles avec des phrases trop longues, et puis les cheveux qui feraient de très bonnes oreilles tombantes. Et puis, Et puis la truffe humide. oui voilà, c'est elle. Eh bien, elle est sur le trottoir d'en face, elle arrive. Celle que Gabi a pris le pli d'appeler Nadaga traverse en effet, et comme un peu plus tôt, elle regarde partout autour d'elle, à droite et à gauche pour la circulation, mais aussi en l'air, des fois que. Et quand elle s'assoit face à Gabi, ce n'est pas sans avoir longuement dévisagé à l'intérieur les vieux oiseaux accoudés au comptoir. Une fois rassurée, elle se relève et elle demande. Ça ne vous ennuie pas si l'on se trouve une table à l'intérieur? C'est dommage de ne pas profiter du soleil encore doux et de ce vent léger et frais, mais Gabi plie son laptop et passe la bandoulière de son sac avant de se lever. Dans ses contorsions, sa veste s'entr'ouvre de trop et dévoile son holster de hanche et ses 2 poings américains. Ça tétanise Nadège Foulon dans son élan de lui prêter main forte pour le déménagement de la boisson chaude. Du coup, c'est Bécassine qui s'en charge d'autorité. Laissez et installez-vous à la table du fond, je veillerai à ce que vous ne soyez pas dérangés. Est-ce que vous buvez quelque chose, madame? Et Nadège Foulon opte pour la même chose en désignant la tisane de Gabi qu'elle doit prendre pour un thé. Bécassine ne se donne pas la peine de la détromper, et non plus de la scanner, ce sera bergamote, et on va bien rester dans les clous. Sitôt assise comme sur la pointe des fesses en face de Gabi, Nadaga se détend un peu et pose son parapluie et une espèce de trousse qui semble lui tenir lieu de sac à main sur la table, puis ses 2 mains à plat sur ses genoux. Vous n'êtes pas du tout la fille d'Émilienne, en vrai? Elle ne m'a pas beaucoup parlé, mais elle ne m'a parlé que de son fils. Elle ne vous a en effet pas beaucoup parlé. Parce que vous êtes vraiment sa fille? Non, parce qu'elle ne vous a pas parlé de son fils, mais de l'un de ses fils. Elle en a 3. Je suis curieuse de savoir duquel elle vous a parlé. Vous savez son prénom? Non, je ne crois pas qu'elle me l'ait dit. Je sais qu'il est sur la route, je n'ai pas vraiment compris si c'était son métier ou si c'était un de ces apatrides. Vagabonds? Comment se font-ils appeler? Ils s'appellent Numunu entre eux. Numunu, ça veut dire peuple. Que vous dit-elle de son Numunu de fils? Pas grand-chose. Vous savez, ce n'est pas une bavarde. Je sais qu'elle y pense parce que son travail l'y amène. Ou peut-être que c'est parce qu'elle y pense qu'elle fait ce boulot. Ce boulot? Vous savez qu'elle est photographe? Oui, bien sûr. C'est dingue, j'ai découvert qu'elle était connue. Mais nous, on ne la connaissait pas, et pourtant mon mari est très cultivé. Du moins, il s'en donne tous les airs. Mais Émilienne, jamais on n'aurait pensé en la côtoyant. Enfin, elle ne paye pas de mine, comment on aurait pu se douter? Comme quoi les apparences? Et quel lien fait-elle ou faites-vous entre son boulot et son fils? Les gens qu'elle photographie, ce sont de pauvres airs. Vous savez, on en a plein nos squares, plein nos églises, nos écoles, et on a beau fermer et démolir les squats. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que j'ai su qu'elle était photographe. Oui? Vous allez me raconter ça depuis le début, si c'est bien là le halo d'impression dont vous vouliez me faire part. Nadège Foulon secoue positivement la tête.
Son thé est livré avec un petit biscuit aux amandes, qu'elle enfile dans la fente de sa bouche comme une pièce de monnaie. Elle trempe son sachet de thé à infuser et tique aussitôt sur la différence de couleur et d'intensité de la boisson de Gaby. La sienne, et c'est tant mieux, ressemble moins à de la pisse. Elle ouvre sa petite trousse où un bang est imprimé dans un phylactère d'explosion ou de solde et les ventre presque sur la table pour trouver entre autres médications une petite boîte de granules d'aspartame. Ça a l'air trop chaud pour l'instant, alors elle prend son inspiration et jette sa tête et ses yeux légèrement en arrière. Au début, on a eu du mal avec Émilienne. Il faut dire qu'elle n'est pas conciliante. Enfin, elle dit qu'elle l'est de trop et qu'elle n'a pas à l'être avec les fat et les péteux. Je sais que fat et péteux, ça concerne entre autres mon mari, qui n'est pas conciliant non plus, mais qui a peut-être un rapport à la non-conciliation plus expansif qu'elle, plus agressif que quiconque. Oui, c'est un emmerdeur, c'est un putain d'emmerdeur. Et un fat et un péteux aussi. Je pense que vous l'avez compris, aussi vite qu'elle. Gaby se garde bien d'acquiescer, mais elle n'exclut déjà pas d'y revenir rétroactivement pour aiguillonner un peu un déballage qui semble prendre une tournure de lamento. Elle n'a pas le temps pour des confidences ni pour des épanchements, et elle entend bien les limons de lassitude charriés d'une voix blanche, elle voit bien les plaquettes entamées d'escitalopram qui dépassent de la trousse, qui fait bang. Ça fleure bon la dépression foncière, le métro boulot dodo, la conjugalité en chaussettes, et l'assez peu de révélations à en attendre. Gaby regarde l'heure sur son portable et donne un top de 5 minutes, pas une de plus, avant de sortir la machine à pichenette rhétorique. Mais la Nadaga a repéré son coup d'œil à son téléphone, et elle sait d'expérience quand elle ennuie son monde, parce que c'est un peu tout le temps. De toute façon, la messe est dite. Il m'a épousée pour échapper à la conscription, sinon à la guerre, et parce que je travaille pour deux, que j'adore la routine. Et ne parle que pour acquiescer ou pour ne rien dire. Comme là. Je vous écoute, Nada. Nadège. Vous vouliez me parler d'Émilienne Boissin, il me semble. Oui, j'y viens. J'ai pu, comme avec vous, la voir en dehors de mon mari. Ça a été fortuit d'abord, puis je ne peux pas dire qu'on a sympathisé. Non, je ne peux pas dire ça. Disons qu'elle m'a donné un peu de son temps et beaucoup de sa patience. Elle a une formation de juriste, ce que j'ignorais aussi, et dont je ne pouvais pas plus me douter que de sa carrière d'artiste. Vous le saviez, ça, vous? Je l'ai appris il y a moins d'une heure. Ah, vous êtes d'accord alors? L'habit ne fait pas le moine? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu Madame Boissin. Si ça se trouve, elle a une tête de juriste artiste. Et vous, pas les yeux pour le voir. Sa formation de juriste vous a été utile en quoi? Quand elle a disparu, on était en train de fignoler ma procédure de divorce et la liquidation accélérée de mon ménage, comme on le fait maintenant. Quand on ne connaît pas, on peut se faire avoir et même laisser des plumes qu'on n'a pas. Elle connaissait et elle m'a bien motivée. Elle connaissait, dites-vous. Pourquoi tout le monde est tenté de parler d'elle au passé? Tout le monde, je ne sais pas, mais quant à moi, j'ai des raisons de craindre que... Je vous explique? On avait pris l'habitude de se retrouver un peu loin d'ici pour être tranquille, dans la friche de l'ancienne gare. Les Brotteaux? Oui, je crois que ça s'appelait comme ça. Il y a une petite bande d'agités là-bas. Je ne sais pas s'ils squattent ou s'ils payent un loyer, mais ça ressemble autant à un groupuscule qu'à une cour des miracles. Ils distribuent des repas, impriment des tracts, disposent d'un véritable arsenal et de plein d'ateliers et ont l'air de fomenter à la fois une révolution et un carnaval. Mais je vois à votre tête que vous les connaissez et que je vous ennuie encore. Bref, il y a peut-être un mois, peut-être moins, mais je peux retrouver la date exacte dans mon agenda, s'il vous la faut. C'est juste après que j'ai posé mon arrêt au travail. On revenait de la gare en passant par la rue Germain. Moi, jamais je ne prendrai cette rue toute seule, vous savez, avec cette bande qui tient le square et l'ancienne fabrique de pianos. Pas des numunus, ceux-là. Mais des êtres humains quand même, bien sûr, mais il n'y a qu'une espèce de toute façon, hein? On ne peut pas faire comme si... Ce serait pratique. Que les méchants soient non humains? Je crains que même dans une taxonomie ultra discriminante, ils sont des nôtres, et que nous sommes des leurs. Et vous êtes rue Germain avec Madame Boissin. Quand soudain, Oui, ça a été soudain. Même si la soudaineté est advenue progressivement, c'est possible ça. Quelqu'un nous interpelle, alors on se retourne et il y avait 3 personnes. 2 hommes et une femme. Les 3 débraillés et sales, avec un fort accent que je ne sais pas localiser. Des bruns avec la peau tannée, un peu comme des Mexicains, mais sans les flûtes de Pan. des Péruviens,
Ah, c'est les Péruviens qui jouent de la flûte de Pan? Non. Enfin, je suppose que les Péruviens ont autre chose à faire de leur vie de Péruviens. Mais glissons, l'image est passée. 3 individus trapus avec les cheveux noirs et faisant bien fructifier les UV vous interpellent dans la rue et En fait, ils parlent à Émilienne? Comment ils se connaissent? Je ne sais pas, mais à ce moment-là, je ne sais pas encore qu'elle est photographe et qu'elle photographie des gens comme ça. des gens comme ça, des Péruviens. Oui, des Péruviens, des Numunus, des Bohémiens, des déserteurs chinois et tous ces gens qui sont en réserve, en prison ou en horde et qui volent les œufs, les poules et jusqu'aux bêtes sur pied dans les pâtures. Avec les trois là, elle a un contentieux, je ne comprends pas tout de suite de quoi il en retourne, elle m'expliquera après. Pourtant, elle m'a certifié qu'ils se sont engueulés en français, mais je ne sais pas si c'est leur accent ou juste parce que, avec la peur panique qui m'a prise, j'ai fait comme un blackout et vécu toute la scène sous l'eau. Enfin, dans une sorte de ralenti irrespirable, une planète lointaine. Elle, Émilienne, d'évidence, elle n'a pas eu peur, même quand ils ont sorti des couteaux, parce qu'ils avaient tous les trois des couteaux. Ils ont sorti des couteaux? Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a sorti un petit fusil de son grand sac. Je dis petit fusil, mais je ne m'y connais rien. Il m'a paru court et, pour ainsi dire, joufflu en proportion. Canon scié. Pardon? Non, rien. Rien qui fasse avancer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, elle l'a pointé sur eux, comme ça, et elle a fait le truc qui fait clac-clac et qui sonne comme un avertissement. Les autres ne s'y sont pas trompés. La mère Émilienne, c'est le seul moment où elle a eu l'air de ce qu'elle est, déterminée. Alors, ceux d'en face, ils ont gueulé tant et plus, mais ils ont commencé à menacer à reculons. Surtout un, qui était plus énervé que les deux autres, qui a mimé sur lui-même plusieurs fois un égorgement. Et ensuite? Ensuite, comme ils s'éloignaient de leur côté, on s'est éloigné d'une autre, et fin de l'histoire. On est rentré chez nous. Et eux, chez eux, s'ils ont un chez eux. Moi, je tremblais comme une feuille. Et? C'est tout? Non. Je tremblais tellement que j'en ai vomi. Ah, c'est tout pour l'histoire? Ça ne valait pas la peine que je la raconte. Si, bien sûr. Mais ces gens qui vous ont menacé, vous avez idée de qui ils sont et d'où je peux les trouver? Pour moi, ils venaient de l'ancienne fabrique de pianos. Je suis repassée devant avec la navette de la sécurité urbaine il n'y a pas 2 jours, je ne les ai pas revus précisément eux. Mais les gens que j'ai vus sont du même genre. Quel genre? Eh ben, tout ça, sale, le survêtement, craché par terre. Oui, le genre péruvien, quoi. Du coup, si je vous demande de les décrire, individuellement, j'entends, sans subsumer les individus à l'espèce, ça va être compliqué? En fait, j'ai mieux que ça. J'ai une photo. C'est une photo d'Émilienne qu'elle a prévue pour un livre qu'elle a en chantier et qui sera plein de photos de ces gens-là et puis d'autres. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle était un genre de sommité. Et j'ai partagé la photo de ce gars sur mon Facebook. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Non, c'est bon, la photo, je l'ai vue sur votre Facebook. Vous avez vu mon Facebook? Oui, juste avant de venir ici. Ah bon? Et vous m'avez demandé en ami? Nadège Foulon attrape sa tasse et souffle dessus pour refroidir son thé. Elle regrette sa question qui est sortie toute seule, mais ça, c'est de réfléchir directement avec sa langue et la bouche ouverte. Elle est bécasse, mais elle est touchante. Gabi pose sa main sur son bras et le frictionne doucement. Vous m'avez bien aidé, Nadège. Ce n'est peut-être rien, mais c'est comme ça qu'on avance, en fermant des pistes. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais tâcher de trouver votre Péruvien énervé et de lui poser des questions. Et vous pensez qu'il va vous répondre? Il n'est pas commode, vous avez bien idée de ça? Oui, alors je vais poser mon talon sur son plexus et ensuite je vais lui poser des questions. Je ne suis pas commode non plus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez plus, je fais mon affaire de tout ce qui est péruvien. Nadège Foulon a l'air de retrouver un peu de son souffle, et son thé a infusé de trop, mais elle s'en fiche bien. Elle a fait ce qu'elle devait faire, et on n'est pas si mal ici, ce n'est pas le boui-boui infâme qu'elle imaginait. À cette heure du moins où ça ferait presque petit salon où l'on cause et où on peut amener ses amis quand on en a. Gabrielle Kotska la met un peu mal à l'aise et semble contenir son impatience depuis qu'elle a commencé à parler. Pourtant elle a l'air gentille. Mais quelle rudesse! Elle l'a déjà zappée, au profit d'un coup de téléphone qu'elle passe derrière sa main comme en messe basse. Frida, tu as commencé à recevoir les topos de Sandro? Oui, je sais qu'il est sporadique, Sandro, mais envoie-moi ce que tu as, s'il te plaît. Et si tu peux aussi retrouver dans ton historique de navigation le profil Facebook de Madame Foulon. Oui, Nadège. Elle a partagé une photo d'Émilienne Boissin, la photo d'un mec louche, de type péruvien.
Pardon? Oui, moi non plus, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Tu l'as? Tu peux me l'envoyer aussi? Merci, Free. Si Monsieur Picon veut me joindre ou me trouver, je file à l'appartement de la disparue. J'y suis dans 10 minutes, le temps de boucler ici. Nadège Foulon conçoit un petit froissement à l'idée de faire l'objet d'un bouclage, mais elle a avalé son thé presque d'un trait et aggravé d'autant son envie de faire pipi. Rien ne la retient ici, elle non plus. Gaby règle déjà les boissons et sa besace est bouclée sur l'assise de sa chaise, elle ne se rassoira pas. Je dois y aller, Madame Foulon. Je passerai voir d'ici à ce soir votre gars de la rue Germain. La personne qui doit m'envoyer la photo trouve qu'il ressemble à Gérald Darmanin. Le nom me dit quelque chose. Oui, moi aussi. Mais je ne le tiens pas. Ce n'était pas un genre de chanteur? On ne le saura jamais. Les deux femmes se séparent sur le trottoir avec cette irrésolution supplémentaire, et Gaby se retient déjà de courir. Presque 16 heures, et elle n'aura pas eu d'autre résultat que celui d'aggraver le volume d'un nuage d'impression dans lequel elle pourrait presque flotter. Et puis ça lui ferait du bien de courir. Au mental, pour s'essorer de toutes les pensées inutiles, mais au physique aussi. Son corps refroidi, la somme des petites douleurs cumule une raideur enveloppeuse dont elle aurait bien besoin de se défouler au plus tôt. Mais va courir avec des docks coquets et trafiqués, un ordinateur dans la besace et un Glock sanglé contre le cœur. Peut-être que ce n'est pas le moment d'aller se rajouter du ressenti sans fondement dans l'appartement de la dame émilienne. Mais que faire? L'heure de rendre des comptes intermédiaires à Léopold Picon approche. Toutes ses présomptions se sont présentées à elle et elle n'a pu en écarter aucune. Un bip. Son téléphone accuse réception du mail de Frida. Si elle ne musarde pas, elle peut faire un crochet au coupe-gorge de la rue Germain et être de retour et opérationnelle dans les 2 heures pour parachever sa visite de l'appartement de la disparue. Ça peut se tenter, au moins pour l'adrénaline et la dépense. Elle saisit sa besace et la plaque sous son bras, et sans même le vouloir, elle se met à courir. Sa première foulée est trop vive, et envoie dinguer son flingue contre sa poitrine à chaque pas, alors elle l'amplifie et la ralentit tout en veillant à ne pas heurter ses talons. Elle doit avoir l'air un peu zinzin avec sa grande et lente foulée et ses 2 coudes collés au corps. Le peu de gens qu'elle croise et double sur le trottoir s'écartent et s'adosseraient presque au mur, mais le malheur a aussi eu un temps son allure et le bruit qu'elle fait, et la tête qu'elle a. Elle a atteint le totem sans même s'en rendre compte, sans s'être un peu sentie courir, et passe la barricade qui exclut Lafayette à son segment le plus bas comme une haie, à la réception se fend même d'un roulé-boulé pour ne pas heurter le mécanisme sous son talon droit. Elle est en zone orange, mais les façades sur la rue ont les fenêtres et les meurtrières murées. Si danger il y a, c'est elle qui la porte avec sa foulée étrange. Au loin droit devant, l'attroupement d'un petit marché noir, et dans chacune des rues perpendiculaires qui vont vers Bellecombe, une table de tapissier et quelques hommes de troupe simulent, sans conviction, autant de checkpoints, dont la menace au mieux indiffère les résidents et les quelques intrépides citoyens de passage. C'est vrai que l'ambiance n'est pas loin du coupe-gorge, et il fait grand jour et il fait grand beau. Le petit square et la friche du facteur de piano ne sont pas en vue, mais leur rumeur festive et déglingue les précède. Gaby bifurque à droite et se met sitôt à marcher. Elle n'a pas emballé son souffle et non plus atteint la première perle de sueur apparente. Elle est une piétonne crédible, son sac pend à nouveau sur sa hanche, et sa main droite sous sa veste n'est pas plus étrange que cela, surtout dans le contexte d'étrangeté généralisée. La rue Germain est là. À gauche, en allant vers l'ancienne gare des Brotteaux, un petit groupe à 100 mètres, inquiétant, et un autre plus loin encore. À droite, Villeurbanne et les 2 ou 3 pâtés de ruines et de dévastation des émeutes sanitaires de février, la chaussée défoncée et les silhouettes de corps tracées à la bombe rose par l'artiste Brelin, que Salle a rebaptisé depuis lurette Branlot, parce qu'il s'est donné mission d'alerter l'humanité à sa portée de ce qu'elle prend de plein fouet et bien plus violemment que lui dans la truffe tous les jours. Mais tout le monde n'a pas un père commissaire priseur, si, c'est devenu une bonne excuse. Droit devant, 2 hommes débouchent du parking de l'ancien Leader Price avec un caddie et, la voyant, ont une petite hésitation et un plus petit instant encore à se pousser du coude. L'un des 2 hommes, bingo, c'est le sien. Quelle bonne idée d'avoir tenté le crochet par ici, quelle bonne inspiration. Et surtout quelle chance. Et il faut la prendre. Gaby glisse sa main dans son sac, son taser est là au cas où, et les 2 types en face ne font même pas un peu semblant de ne pas l'avoir repéré. Ils laissent leur caddie contre les décombres d'un immeuble, et l'un d'eux traverse la chaussée éventrée pendant que l'autre continue vers elle en ralentissant le pas. En écartant presque les bras,
prêt à courir si elle prenait la fuite pour évacuer toute ambiguïté. Le projet, c'est une prise en tenaille. Et ça va assez à Gaby qui sait que si elle se met à courir tout droit sur celui qui entend l'aborder à revers, elle va s'aimanter l'autre à sa suite et retrouver les deux au même point. Alors go, elle s'élance. La même foulée que tout à l'heure, ample et souple, et presque sur les orteils. Le gars d'en face, qui est sa cible, se fige un instant, interloqué, mais comme elle prend un biais, une tangente, il s'élance aussi, et cette folle tondue est en train de se jeter toute seule dans les bras du complice, qui n'en revient pas plus que lui et se penche en avant et s'arc-boute pour encaisser l'impact. Mais cette furie, alors qu'il était à deux doigts d'agripper son bras, met soudain tout son corps en rotation, et ses pieds sont en l'air et tournent une fois, deux fois, mais finalement c'est son coude, de plein fouet, qui prend le camarade à la tempe et l'éteint pour le compte. Comme raide mort, face contre terre, et le corps parcouru de soubresauts électriques. Gaby se frotte le coude. Elle y est allée fort. Le survivant d'en face s'est tout tassé dans une garde dandinante et presque quadrupède. Il n'a pas vu le coup partir, mais il l'a vu arriver, et il a compris. Il a peur. Alors il sort de sa poche un canif court et courbe qui ressemble à un couteau d'électricien, et le tient dans son poing devant lui. Un rustique, le gars simili Darmanin. Gaby lui fait admirer toute la longe de ses jambes avec un enchaînement de 2 coups de pied circulaires dans le vide, puis elle claque d'un coup sec son talon droit sur le sol et une lame sort de l'avant coquée de sa doque. Là en face, c'est panique à bord. On veut bien se battre à coups de gifle avec une bonne femme maigrichonne, mais si elle a des techniques et des armements qu'on ne connaît pas, ce n'est pas du tout pareil. Sur quoi on est tombé? Gaby sait qu'elle a déjà l'ascendant. Alors elle relève son pantalon sur sa jambe droite, qu'elle bande exagérément dans une promesse de coup de pied, et elle fait claquer sa langue 2 fois. Pose ton couteau et tout va bien se passer. Oui, je le pose. Je ne vais rien te faire, madame. Regarde, je le pose par terre. Tu peux partir. Je ne vais pas te faire de mal. Je partirai après, et toi aussi peut-être. Si je veux. Et si ça se trouve, moi non plus je ne vais pas te faire de mal. Gaby ramasse le couteau que le gars vient de jeter par terre. Il a un petit bug de prononciation, mais c'est plus un sabir du quartier qu'un accent étranger. Il a par contre, et sans équivoque, une sale gueule de faux jetons et des cheveux courts et bouclés grisonnants. 50 ans et des brouettes, ou alors c'est de la poussière. Il est assez sale et sent la sueur, ou quelque chose comme le pneu brûlé. Son acolyte au sol a l'air d'essayer de reprendre ses esprits. Mais au râle qu'il pousse, il en a pour un moment avant d'atteindre le niveau de perception d'un simple protozoaire. Ça fait oueux comme bruit, mais au moins il n'est pas mort. L'autre ne semble pas se résoudre à rester et non plus à prendre ses jambes à son cou, tant qu'il est encore temps et à abandonner son couteau et son pote, et toute idée de fierté s'il y est éligible. Gaby le renifle à plein nez, alors elle sort son Glock 17 et en enlève la sûreté. C'est beaucoup trop d'effet, mais au moins ça produit celui escompté. Elle s'appuie d'une main sur la carcasse d'un balador brûlé et replie la lame dans sa chaussure jusqu'à son cran. Comment tu t'appelles? Tu m'appelles comme tu veux. Je n'ai pas de papier de toute façon. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, tu ne m'as rien fait, parce que tu ne peux rien me faire. Pourquoi? Tu avais prévu quelque chose, Bigorneau? Ça te va, hein, si je t'appelle Bigorneau? C'est toi qui as le flingue. Profite. Tu veux que je pose le flingue et que j'en profite quand même? Demande. Moi, ça me dit bien de te dérouiller, et puis de te livrer avec ton petit camarade à la sécurité urbaine. Tu veux voir ma carte? Je suis assermenté, Bigorneau. Si je veux à partir de maintenant, et pour les 10 ans à venir, tu pars en réserve. C'est ça que tu veux. Et toi, tu veux quoi? Je veux que tu me parles de la photographe. Quoi, la photographe? La vieille? Tu veux que je te dise quoi de cette vieille chèvre? Tu parles de ma mère, là. Alors déjà, tu baisses le ton. Ah, d'accord, excuse. Moi, je la connais pas, ta mère. Elle vient sur nos coups, quand on prend la bouffe. On est trop nombreux sur la bouffe. Et elle, en plus, elle vient faire des photos. Elle fait genre en cachette. Elle croit qu'on la voit pas. Mais moi, j'ai compris. La bouffe qu'elle prend après, elle la donne. Je l'ai vue. Elle est là juste pour les photos. Moi, je la veux pas si elle n'a pas faim. Elle est où, cette bouffe? De quoi tu parles? C'est le train, elle ne t'a pas dit, ta mère. Il y a les trains qui arrivent au marché-gare de Moulins-à-Vent. Le train de la viande, le train des herbes, le train du sec et des gâteaux. Il y a un gros train pour l'alcool et le liquide de vaporette. Et puis il y a le train qui repart dans la nuit, celui avec toutes les poubelles, tout ce qui est périmé. C'est celui qui est à nous. Enfin, à nous et aux petits enculés de la Villette qui se sont fait dégager du tri de la part Dieu. Il est à vous comment? Il y a toujours un wagon ouvert, toujours le même. On rentre et on prend tout ce qu'on peut. Il ne faut pas traîner,
parce que le train n'est à l'arrêt que le temps qu'on le rallonge de 2 wagons, et il faut se battre. Et moi, je sais me battre. J'ai vu ça, oui. C'est impressionnant. N'empêche que ta mère, ça lui a bien suffi, puisqu'on la voit plus là-bas, Tu ne l'as plus vue depuis quand? depuis presque 1 mois. Pourquoi? Tu l'as perdue, ta mère. Et tu viens la chercher ici? La dernière fois, ici, elle a fait la fière avec sa copine molle et parce qu'elle avait un gun, mais elle a bien capté le message. Ici, c'est chez nous. Et Moulin à Vent, c'est chez nous aussi. Et encore, elle a de la chance. Elle est tombée sur moi. Moi, je suis gentil. Gaby tord son nez et remet son Glock dans son holster. Le gars bigorneau est gentil, oui, il l'est quand il n'a pas les moyens d'être méchant. C'est un cave d'élevage que les années récentes ont jeté de ses soirées télé à la rue et qui n'ordonne même plus un peu de compassion tellement on l'a dilapidé. On l'a oublié depuis des lustres, le compassionnel, et le monde n'a pas moins de tenue que celui d'avant la grande crise. Même ce gars-là, qui transpire la veulerie et l'adaptation panique, n'est pas le déclin de ceux qu'on avait dans les embouteillages, les cages d'escalier et les sociétés de trading du monde d'avant. Gaby frotte ses vêtements et s'inspecte. La course et l'action ne l'ont pas froissée, tout est en ordre dans son sac et ses poches. Elle regarde du côté de Villeurbanne et se fait mentalement le chemin le plus court pour atteindre la rue Louis Braille. Bigorneau la regarde, pétrifié dans sa posture de fanfaron, mais qui commence à se laisser gagner par l'indécision. Alors, c'est tout? Cette fille me le plante là sans un mot, comme ça? Elle est venue d'on ne sait où, elle lui a marché sur la gueule et elle s'en va comme ça? Non, mais Mais Gaby est déjà loin. Finalement, elle aura perdu moins de temps que ce qu'elle pouvait craindre. Même si elle n'est pas beaucoup plus avancée, elle se sera vue en tout cas promettre avec beaucoup d'aplomb 10 ans de mise en réserve à un pauvre gars, qui y est déjà. Comme si quiconque était encore à même de prévoir à 10 ans. La plus longue échéance possible pour la plus grande plupart, c'est la poignée de jours, et ça c'est quand on est tombé du bon côté de la foultitude de frontières qu'on a tirées à la règle sur un plan ou qu'on se bricole en alignant des carcasses de bagnoles ou des arbres ces derniers temps. Au-delà de certaines barricades, on se projette d'une heure à l'autre, et on serre bien les fesses. La rue Germain croise République dans un fatras de béton et de bitume assez casse-gueule où elle imagine mal une dame d'un âge respectable s'aventurer et encore moins Nadège Foulon qui ne semble pas avoir un physique roué au hors-piste et au non-carrossé. Pourtant, si elle l'a bien écouté tantôt, c'est par là qu'Émilienne Boissin l'a fait passer pour rentrer des brotteaux. C'est une gaillarde, la mère Boissin, le genre comme elle aime. Il faut qu'elle prenne le temps de regarder mieux les photos qu'elle commet. Gaby essaie de se figurer ce que c'est que de se mêler dans la nuit à une attaque de train, surtout avec la sorte de peau rouge qu'elle vient de rosser et qui ont pour les moins dangereux quand même la dangerosité des couards. Mais comme il l'a dit, lui c'était un gentil, un faible. Mais est-ce qu'elle ne serait pas tombée sur un méchant dans ce même genre de circonstances? Moulin à Vent, ça fait une trotte, d'ici. Et pour y aller en pleine nuit, il faut quand même avoir des joues. Bon, traverser Maisonneuve avec un flingue, ça se tente, mais la Cassagne, il faut toute une division blindée et on n'est pas sûr d'en ressortir. Forcément, ça veut dire un contournement par Grange-Blanche et la Mâche. Mais ensuite, Émilienne Boissin a très bien pu se perdre à jamais sur un de ces trajets-là. Et pour la retrouver, pour le coup, c'est fichu, et c'est définitif. Quand elle atteint le totem, Gaby se dit qu'elle a sa première piste à hauteur de rivaliser avec l'idée d'un bête coup de panique qui aurait pris un vieux filou en amouré. C'est vrai que l'époque est plus que jamais propice à justifier des panneaux de signalisation qu'on ne voit guère que dans les manuels du code de la route, et qui alertent sur la possibilité de trous en formation. Les faits divers sont pleins ces temps des histoires de ces quidam volatilisés, comme par magie, tirés sous terre par les pieds peut-être, dans un trajet quotidien, et qu'un proche éploré attend à la porte du garage. Et puis, la mère Boissin, en fait de trajet quotidien, elle a tout l'air de s'en remettre à des coups de dés. À beaucoup d'aventures, en tout cas. N'empêche que l'idée d'un affolement pour rien n'est pas la plus débile. Et de toute façon, c'est la seule que Gaby pourra creuser. Parce qu'en tout état de cause, si Émilienne Boissin s'est perdue la nuit sur le chemin aller ou retour d'une razzia en meute sur un train poubelle, on peut juste envisager qu'elle n'aura hélas pas été perdue pour tout le monde. Et se faire une raison, si elle est perdue là, elle est perdue pour toujours. L'appartement de la disparue est au milieu de la longue ligne droite de Tolstoï. Peut-être le vieux Léopold l'attend-il déjà, faisant le pied de grue devant la porte d'allée. Elle ne va rien avoir à lui dire, sauf à surajouter de la pétoche à la déjà grande pétoche qu'il doit éprouver. Ce serait bien de simplement le rassurer et de le renvoyer à quelque chose de la paix des mobylettes et des glavios de fumeurs de cigares.
C'est décidé. Elle appelle le fils pour en avoir le cœur net. Le fils auquel elle pense, c'est le plus jeune des 3 garçons, mais c'est le plus évident et le plus évidemment accessible. Et puis, il est sous-officier de réserve et a su mériter quelques rares distinctions qu'on n'obtient pas à l'école militaire. On devrait pouvoir au moins s'entendre sur l'essentiel. Frida, qui est fortiche avec ça, lui a envoyé directement le contact sur son téléphone. Elle n'a qu'à appuyer dessus pour que ça sonne. Oui, Paul Chabert? oui, Paul Boissin, je préfère. Qui le demande? Bonjour, monsieur. Gabriel Kotzka, détective assermenté. Je me permets de vous appeler au sujet de votre mère. Aïe, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien à ce que je sache. Oh mince. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. C'est pour savoir si vous avez des nouvelles. Oui, bien sûr. Encore que, maintenant que vous le dites, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu, ou vu, ou lu. Longtemps? Plus de 3 semaines? Non, ce n'est pas possible, ça. Attendez, je compte. Bon sang, vous avez raison, ça file tellement vite. Est-ce que je dois m'inquiéter? Je ne sais pas, monsieur. Vous m'avez dit que vous êtes qui? Gabriel Kotzka. Je suis détective. De la police? Non, auto-entrepreneuse. Votre nom ne m'est pas inconnu. Mais bref, je dois entrer en rendez-vous, là. Je vais envoyer un coursier sonner à sa porte. Pas la peine, j'y suis dans 5 minutes. Et je précise, pour qu'il n'y ait pas de surprise, que j'ai la clé de chez elle. Oh, cette fois, vous m'inquiétez. Je vous rejoins dans 1 heure, 1h20, le temps de pédaler jusqu'à vous. Vous y serez encore? Oui, je vous attends sur place et je vous appelle si elle est de retour. De mon côté, je tâche de joindre mon frère, et je vous rappelle si lui a des nouvelles. Juste une chose. Vous êtes mandaté par qui? Je vous dis ça quand on se voit. Ok. Over. Gabi raccroche. Elle n'aura rien à dire puisque a priori le mandataire et le fils devraient se retrouver ensemble et faire connaissance d'ici à la fin de la journée. Les pieds dans le plat, ça n'a pas forcément que du bon. Mais au moins cette fois, la fourmilière s'affole. Gabi ne trouve pas le nom Boissin sur l'interphone, alors elle balance son épaule et la chevillette choix.